On va tout de suite enchaîner, et c'est une bonne transition avec les particularités de la vaccination chez les patients atteints de maladies inflammatoires avec Karine Faure, donc infectiologue, et puis Sophie Gauthier, hein, du Centre régional de pharmacovigilance, parce qu'évidemment, on va parler de tolérance vaccinale et que c'est un sujet important et que les CRPV sont très bien placés pour en parler. Karine, super, bah, écoute, on voit ton diaporama. Ouais, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Du coup, on est dans le même bureau avec Sophie Parfait. et on a mis nos diapos à la suite. Ça sera beaucoup plus simple. Mm. Du coup, c'était petit point épidémiologique, simplement pour repositionner le contexte de la vaccination, parce qu'en fait, là, c'est pour revoir un peu les schémas vaccinaux. Puis il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, hein. Donc, on a eu plusieurs souches de SARS-CoV-2. Avec maintenant l'Omicron qui est largement majoritaire. Ils ont tous leurs particularités, leurs mutations. Et la grosse crainte, c'est forcément qu'il y a un échappement immunitaire, un échappement à la vaccination. Alors, il y a eu de grosses craintes, notamment avec le variant Omicron, parce qu'il a quand même un certain nombre de mutations sur la protéine Spike. Mais néanmoins, il n'y a pas un échappement immunitaire total. Et ce qui va être important, c'est de revenir sur quels sont les objectifs de la vaccination, hein, réellement, parce que c'est vraiment ce qui est discuté actuellement et c'est vraiment le sujet. La vaccination, c'est de prévenir les formes qui vont nécessiter une hospitalisation et les formes graves. Effectivement, si ça peut aussi prévenir les formes simplement symptomatiques non graves, c'est aussi bien. Mais le premier objectif, c'est la gravité à travers l'hospitalisation, qu'elle soit en médecine ou en réanimation. Et donc, du coup, quand on voit la courbe qui est en dessous, là, qui représente le nombre de cas hospitalisés, on voit bien qu'au fur et à mesure des vagues, on a eu moins de cas hospitalisés. Le dernier pic sur le 13 février 2022, ça représente bien évidemment la vague Omicron, et on voit bien que le nombre de patients quand même est beaucoup moins important. Alors qu'on a un taux d'incidence qui est extrêmement élevé et qui dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer auparavant, puisque je vous rappelle que les seuils d'alerte, hein, on était à 100 cas pour 100 000 habitants, donc là, on a largement dépassé, hein. Donc, ce qui prouve bien en vie réelle, en fait, qu'il y a une moindre gravité, moins d'hospitalisation, mais néanmoins une maladie qui circule, alors qu'on a une population qui est quand même on va dire plutôt largement vaccinés en France, d'où la raison de se poser des questions sur qui sont ces patients qui vont finalement arriver à l'hôpital et est-ce que les schémas vaccinaux sont toujours adaptés ou pas face aux nouvelles souches circulantes, et puis au temps aussi, hein, sur la réponse immunitaire et la durée de cette protection vaccinale. Alors, sur qui sont ces patients? Donc, j'ai essayé de prendre les données qui nous touchent de plus près, hein. Donc, il y a une enquête flash là, qui a été réalisée dans le cadre du réseau Reacting Coreb, où on demandait à tous les centres participants, donc il y en a quand même pas mal, alors tout le monde n'a pas répondu, hein, de faire remonter tous les dossiers des patients hospitalisés avec un Omicron sur une semaine. Et c'était des hospitalisations à plus d'une semaine d'évolution de la maladie. Donc, ça a des limites, bien évidemment, puis c'est un petit échantillon, c'est juste sur une semaine, mais ça donne quand même une première idée qui confirme ce qui a déjà été publié dans les autres pays, hein. C'est-à-dire que les patients qui sont hospitalisés, eh ben, c'est largement des patients non ou incomplètement vaccinés de façon majoritaire, hein. Il y a une surreprésentation de ces patients-là, donc c'est 63% dans cette étude. Malgré tout, il y a aussi des patients vaccinés qui sont hospitalisés avec une nouvelle infection Covid avec le variant Omicron. C'est 30% d'immunodéprimés, hein, parmi les autres. Et il y a 30% de formes sévères. Donc, ça donne aussi des informations sur la gravité avec cette souche au sein d'une population qui est quand même pas trop mal vaccinée, hein. Alors, sur les formes sévères, les 30% de formes sévères, il y a toujours une surreprésentation des patients non vaccinés ou incomplètement vaccinés. Alors, sur les vaccinés, par contre, ce qui va nous intéresser, et c'est pour ça que ces données me semblaient importantes à bien démontrer, puisqu'on va parler de ces patients-là, hein, parmi les patients vaccinés qui sont hospitalisés avec un Covid Omicron, et c'est vacciné au moins 3 doses, donc les schémas qui sont toujours recommandés, on a quand même 55% d'immunodéprimés. Et si on regarde parmi ceux-là
Ceux qui font une forme sévère, donc avec une oxygénothérapie à haut débit au minimum, on a quand même 85% d'immunodéprimés dans cette population, ce qui prouve bien la nécessité de revoir la vaccination et les schémas vaccinaux recommandés. Alors du coup, on cible sur les immunodéprimés et surtout sur les très immunodéprimés, c'est-à-dire ceux que l'on sait avec une réponse immunitaire qui est plus ou moins favorable à la vaccination, donc une immunogénicité qui peut être moins bonne ou pas satisfaisante. On a toujours la même liste de patients que j'ai mis dans le petit encart, ça n'a pas changé, ce sont toujours les mêmes. C'est ceux qu'on connaît bien et qu'on connaît depuis le début de la vaccination en France. Alors, le schéma vaccinal, c'est toujours vaccin ARN messager, hein, bien sûr, de toute façon, avec Omicron, ça c'est ce qui va prédominer. Hein. Est arrivée la notion de rappel vaccinal. Donc, c'est peut-être important de bien revenir sur le schéma avec les bons termes. Donc, on a le début de la vaccination avec la primo-vaccination. La primo-vaccination peut nécessiter 2 doses, 3 doses ou 4 doses. Ça dépend aussi des moments auxquels on a vacciné. Suite à cette primo-vaccination, maintenant, il y a une dose de rappel qui est indiquée. Cette dose de rappel, elle est indiquée 3 mois après la dernière dose de la primo-vaccination. Pourquoi? Parce qu'on sait que le taux d'anticorps neutralisant anti-S va diminuer à partir de la 9e ou la 10e semaine après la primo-vaccination. Alors, chez les immunodéprimés et seulement chez les immunodéprimés de la liste sur la diapositive, on va quand même guider ça avec une sérologie anti-S spécifique, anticorps neutralisant, qui va être réalisée à partir du 15e jour après la dernière dose d'injection vaccinale, tout simplement pour avoir un dosage d'anticorps anti-S avec un seuil qui a été fixé de façon complètement arbitraire à 264 BAU par ml. Donc ce seuil qui était arbitraire auparavant et qui l'est encore plus maintenant avec Omicron et la diminution quand même de l'efficacité du vaccin sur cette souche. Si la réponse à la primo-vaccination est satisfaisante, donc plus de 264, dans ce cas-là, il y a une injection de rappel qui doit être effectuée 3 mois après la fin de la primo-vaccination. Et puis, c'est le même scénario qui est reproduit. 15 jours après, on va refaire une sérologie anti-S. Et si elle est satisfaisante, on va programmer un deuxième rappel 3 mois après le premier rappel. Puis, on va faire une sérologie anti-S toujours à J15 et on va monitorer cette sérologie tous les 3 mois pour s'assurer qu'on garde un taux d'anticorps qui va être toujours supérieur à 264 BAU par ml. Si ce n'est pas le cas, à quelconque des points cités sur ce schéma, dans ce cas-là, on oriente le patient vers un autre type de prévention et en particulier l'administration d'anticorps monoclonaux que je n'ai pas développé parce que ce n'était pas le sujet et pour ne pas prendre trop de temps, mais avec toutes les limites que l'on connaît sur les anticorps monoclonaux et une perte d'efficacité aussi de ces anticorps monoclonaux sur la souche Omicron. Alors, il y a des particularités, bien évidemment, et c'est bien ce qui pose problème, sinon il n'y aurait pas de discussion. Alors, il y a tout d'abord les patients qui ont une primo-vaccination avec une réponse insuffisante, donc la sérologie à J15 qui est pratiquée, et on a un taux d'anticorps anti-S qui n'est pas satisfaisant. Dans ce cas-là, on ne va pas leur proposer une injection de rappel, mais on va les orienter vers une prophylaxie pré-exposition par anticorps monoclonaux, en sachant qu'il n'y a plus qu'une seule spécialité qui associe 2 anticorps qui restent disponibles dans cette indication. Et il y a un des 2 anticorps qui ne fonctionne plus sur Omicron. Donc, c'est quand même très fragile, très, très fragile. Ces patients-là, normalement, on poursuit la prophylaxie pré-exposition et ils ne sont plus éligibles aux doses de rappel. Alors, ça, c'est ce qui existe dans les recommandations actuellement. C'est écrit partout, c'est dans les DGS urgents. Néanmoins, il y a des positionnements différents des sociétés savantes et je suis sûre que chacun dans sa spécialité connaît bien les recommandations de sa société. Et il y a quelques recommandations qui sont divergentes de cela. Et ça peut tout à fait être discuté parce qu'avec cette stratégie, en fait, on monitore simplement le taux d'anticorps et on ne regarde pas du tout l'immunité cellulaire.
Or, on sait qu'il y a un réel rôle de l'immunité cellulaire, lymphocytaire, et donc on pourrait proposer d'autres stratégies, mais qui ne sont pas applicables à grande échelle. Par exemple, de faire un ELISpot, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, et nous, on le propose sur des cas spécifiques ou particuliers pour essayer de guider au mieux le meilleur schéma de prévention pour le patient. Les patients qui n'ont pas été vaccinés au tout début de la campagne vaccinale et qui décident de se faire vacciner actuellement, donc je parle toujours des immunodéprimés, donc ce sont ceux qui ont une primo-vaccination qui date de moins de 3 mois. Donc on n'est pas encore au moment du rappel, puisque le rappel c'est 3 mois après la primo-vaccination. Ceux-là, on propose de faire une sérologie anti-S à 1 mois après la fin de la primo-vaccination. Et c'est toujours la même chose. Si le taux d'anticorps anti-S est satisfaisant, supérieur à 264, on leur proposera un premier rappel à 3 mois et puis un deuxième rappel à 3 mois, toujours avec le monitorage de la sérologie. Si ce n'est pas le cas, on les dirige vers la prophylaxie pré-exposition par anticorps monoclonaux avec toutes les faiblesses qu'on vient juste de signaler maintenant. Et puis les patients qui ont reçu des anticorps monoclonaux, parce qu'il y a tout un tas de situations où on peut en bénéficier, que ce soit en prophylaxie pré-exposition, post-exposition, en traitement curatif, précoce ambulatoire ou hospitalisé, et voire même nécessitant de l'oxygène. Ces patients-là qui ont reçu un traitement par anticorps monoclonaux vont avoir une contre-indication temporaire à la vaccination dans les textes pendant 3 mois qui suivent l'administration des anticorps monoclonaux. Puis, on va reprendre le schéma vaccinal là où on l'a laissé pour le poursuivre, selon ce que l'on vient de voir avec les mêmes recommandations. Alors là aussi, c'est quelque chose qui peut être discuté parce que le 3 mois n'est pas un délai qui est complètement stabilisé, et ça peut varier de 1 à 3 mois. Ça peut dépendre de pas mal de choses, et notamment les patients qui ont été vaccinés avant de recevoir des anticorps monoclonaux ou qui ont fait la maladie Covid-19 avant de recevoir des anticorps monoclonaux ou raison pour laquelle ils les reçoivent. Cela, ça peut être intéressant aussi de regarder l'immunité cellulaire, parce que s'il y a une immunité cellulaire qui se met en place, on peut tout à fait imaginer retarder la reprise du schéma vaccinal de 3 mois. Par contre, ceux qui n'ont pas d'immunité cellulaire qui va se mettre en place, on sera peut-être un petit peu plus pressé pour reprendre le schéma vaccinal en respectant quand même au moins un délai d'1 mois, mais peut-être pas de 3 mois selon l'urgence de la prévention que l'on veut appliquer. Et puis, dans la stratégie de vaccination, il ne faut pas oublier qu'on a également la stratégie de cocooning. Et donc, toutes les personnes sévèrement immunodéprimées doivent avoir un entourage proche qui est parfaitement vacciné. Et donc, je rappelle simplement que pour ces personnes-là, l'entourage, si ce ne sont pas des immunodéprimés, il y a une primo-vaccination à 2 doses et une dose de rappel qui va se réaliser à 3 mois après la fin de la primo-vaccination pour tous les adultes non immunodéprimés. Et le rappel, il y a également un rappel qui est recommandé maintenant pour la population des 12-17 ans, mais qui se fera 6 mois après la primo-vaccination. Voilà pour la partie schéma vaccinal, et je laisse la parole à Sophie. Donc, pour la question de savoir si jamais la vaccination, quand on est patient avec immunomodulation, parce qu'on a une maladie inflammatoire chronique, on a des risques en fait, à cette vaccination, en fait, la question n'est pas évidente à répondre. Alors, il y a peu d'études spécifiques, mais ce qu'on sait, c'est quand même qu'il y a des millions de personnes qui se sont fait vacciner, qu'en France, il y a à peu près 230 000 patients immunodéprimés qui ont eu un accès prioritaire à la vaccination, donc on pense quand même qu'une bonne partie d'entre eux a été vaccinée. Et dans le recueil qui a été fait depuis 1 an au niveau français, mais pas seulement, au niveau américain, au niveau anglais, au niveau israélien, par exemple, pour lesquels ils ont fait de bonnes études également, en fait, sur le retour d'expérience, c'est-à-dire les déclarations d'effets indésirables qui nous ont été faits, on n'identifie pas, parmi les effets particuliers qu'on a pu mettre en exergue dans cette vaccination, de population particulière, mis à part le PIMS pour les enfants. En fait, on n'a pas identifié de population particulière, et en particulier pas la population immunodéprimée ou supprimée ou modulée. Néanmoins, il y a quand même 2 problématiques qui sortent pour cette population, à mon avis. La première, c'est l'absence d'efficacité du vaccin, et ça, on en a largement parlé.
Et la deuxième, c'est cette question des poussées de la maladie inflammatoire ou de la survenue de maladies avec auto-immunité qui sont autres que la maladie initiale. Alors ça, on en a parlé un petit peu. Et effectivement, il y a des études qui ont commencé à s'intéresser à ça. Donc, il y a une étude américaine notamment qui a montré, alors, patients avec maladie inflammatoire digestive versus des patients vaccinés et qui n'avaient pas la maladie digestive. Et on voit très bien qu'en termes d'effets indésirables qu'on dit de réactogénicité, c'est-à-dire les effets immédiats, la fièvre, les myalgies, la douleur au point d'injection, les éruptions cutanées de type urticaire qui apparaissent même quelquefois de façon retardée, il n'y a pas de différence entre les patients avec maladie inflammatoire chronique versus pas la maladie inflammatoire chronique. Et puis, quand on regarde les effets particuliers, ceux dont on a parlé, les myocardites, les anaphylaxies, les paralysies faciales, les thromboses, les Guillain-Barré, les myélites transverses, on n'en citait que cela, en fait, on s'aperçoit que quand on ajuste notre population, ajustée sur les données démographiques et sur les comorbidités, eh bien, en fait, il n'y a pas de différence entre la population qui a une maladie inflammatoire digestive chronique et puis la population qui n'en a pas, les deux étant tous deux vaccinés. Une deuxième étude intéressante aussi, c'est l'étude israélienne. Alors pareil, maladie digestive chronique versus non-maladie digestive chronique, vaccinés et non vaccinés. Alors eux, ils avaient 4 groupes qu'ils ont appariés. Et en l'occurrence, vous voyez, je vous ai mis en bas à gauche le type de médicament qu'on rencontrait le plus dans cette population. Donc, population israélienne, vous voyez que c'est la mésalazine qui était surtout utilisée, mais on retrouve les anti-TNF-alpha pour 10% de la population. Et quand ils regardent, alors eux, ils regardaient les poussées de maladie initiales, donc ils regardaient les poussées de maladie dans la population vaccinée versus la population non vaccinée, après avoir apparié leur population selon les critères de sévérité par rapport à la maladie, à l'activité de la maladie. Vous voyez sur la courbe à droite, entourée en rouge, qu'entre les vaccinés et les non vaccinés, il n'y a strictement aucune différence en termes de survenue de poussée. Donc, ils avaient un recul de 160 jours post-vaccinaux. Et vous voyez qu'il y avait à peu près 25% de poussées de maladie objectivées chez les patients, qu'ils soient avec une maladie chronique, enfin vaccinés ou non vaccinés. Donc, on n'avait pas, la vaccination n'entraînait pas un surrisque de poussée, ce qui était une grande question, puisqu'on sait qu'avec la flambée inflammatoire et immunitaire que le vaccin occasionne, on pouvait craindre justement ces poussées de maladie. Et une dernière étude, donc là sur des patients avec maladie rhumatismale, où là aussi ont été regardées les poussées de la maladie. Vous voyez que sur la population, donc il y avait à peu près 4600 patients vaccinés avec une maladie inflammatoire rhumatismale. Vous voyez qu'il y en a 4% qui avaient déclaré une poussée inflammatoire, qui se traduisait alors par des polyarthralgies et des arthrites, oui, avec une fatigue. Donc, ce n'était pas non plus très caractéristique finalement, mais ces patients-là, en termes de sévérité de la poussée, vous voyez qu'à 70%, la poussée était jugée finalement de légère à modérée et qu'il y avait seulement, je ne sais plus combien c'est, 4% ou je me souviens plus, sévère, 29 cas sur 200, donc ça fait moins de 1% des patients qui avaient une poussée qu'on considérait comme sévère. Alors moi, ce qui me semble intéressant, c'est quand même qu'il y avait un patient sur 4 qui avait une modification de son traitement par rapport justement à cette poussée. Et vous voyez que quand dans cette étude, ils ont comparé au sein des maladies rhumatismales, donc maladie articulaire inflammatoire versus vascularite versus maladie du tissu conjonctif, on avait un peu plus de poussée avec les maladies articulaires inflammatoires. C'était un peu plus fréquent et ça a déjà été dit chez les patients qui avaient une maladie active. Mais par contre, quand on regardait par rapport aux différents traitements, mis à part pour le rituximab et pour quelques immunosuppresseurs où on avait plutôt moins de poussée avec ces deux-là, ce qui peut être curieux, mais en même temps, finalement, on n'a pas répondu au vaccin, donc peut-être qu'on fait moins de poussée. Il n'y avait pas de différence entre les différents traitements, notamment méthotrexate, Medimars ou alors anti-TNF. Et vous voyez qu'en termes de sévérité, de cas sur la totalité des patients qui étaient inclus dans cette cohorte, en fait, la sévérité était peu importante puisqu'elle concernait 0,6% des patients pour ce qui concerne les poussées. Ils ont aussi regardé en ce qui concernait les effets indésirables aigus, c'est-à-dire ce qu'on a appelé, nous, la réactogénicité en pharmacovigilance.
Et vous voyez que cette réactogénicité, elle était identique dans les groupes avec pathologie inflammatoire versus ceux qui avaient une maladie rhumatismale mais non inflammatoire. Donc, c'était ostéoporose, ostéoarthritis notamment. Ostéoarthrite notamment. Alors, c'était les mêmes caractéristiques en proportion et en présentation, douleur au point d'injection, fièvre, myalgie. Et il y avait juste une différence entre les vaccins avec le Moderna, mais ça, on sait, hein, le Moderna est un peu plus dosé que le Pfizer. Et donc, on sait qu'il donne un peu plus de fièvre, un peu plus de réactions retardées. Et donc, potentiellement, un petit peu plus de réacto. Mais vous voyez que là, entre ces deux groupes, on n'avait pas de différence. Et puis, enfin, ils se sont intéressés aux effets indésirables particuliers que je vous ai repris ici. C'est illisible, mais ça vous permet quand même de voir. Ils avaient regardé les phénomènes d'hypertension, les phénomènes d'arythmie qui ont été évoqués en fait en post-vaccinal, les phénomènes de thrombose, les phénomènes d'éruption cutanée, les phénomènes de vascularite, enfin, un tas d'effets indésirables qui ont circulé en post-vaccinal pour savoir si c'était bien en lien ou pas avec la vaccination. C'est la première question. Et puis, deuxième question, est-ce que finalement, parmi ces patients avec maladie inflammatoire de type rhumatismal versus ceux qui ont une maladie rhumatismale mais non inflammatoire, est-ce qu'on avait des différences? Et en fait, on s'aperçoit que sur ces effets-là particuliers, les patients qui avaient la maladie inflammatoire avaient plutôt moins ce type d'effets indésirables que ceux qui avaient une maladie rhumatismale non inflammatoire. Et puis, vous voyez que c'est très diversifié, donc on n'avait pas de tableau qui permettait de dire les patients avec une maladie inflammatoire, ils sont plus à risque de faire tel ou tel effet indésirable post-vaccinal. Au contraire, on avait plutôt l'impression qu'ils n'étaient pas tellement concernés par un tableau spécifique qu'on aurait pu attribuer au vaccin. Alors après, il y a aussi la question des maladies avec auto-immunité, donc les hépatites auto-immunes, les psoriasis, les anémies hémolytiques auto-immunes, les thyroïdites, les infections, les zones à herpès, il y en a beaucoup qui ont été déclarées en post-vaccinal, les méningoencéphalites ACMV. Alors ça, on a des cas cliniques. Effectivement, chronologiquement, c'est troublant parce que ça arrive dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent la vaccination chez des patients qui ont des pathologies auto-immunes, qui ont des immunosuppresseurs et qui font ce type de pathologie avec auto-immunité. C'est particulièrement vrai, par exemple, pour les anémies hémolytiques. La moitié des patients sont des patients avec immunomodulation. Pour autant, en fait, on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas de recul suffisant et on n'a pas d'études avec suffisamment de patients. Là, c'est des toutes petites séries, 2-3 patients à chaque fois, pour pouvoir dire si finalement, effectivement, la vaccination favorise la survenue d'une auto-immunité autre que la maladie initiale inflammatoire. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas démontré, mais c'est suivi de très près à l'Europe et c'est étudié avec normalement des résultats qui sont attendus pour le mois de juin pour savoir si effectivement il y a un signal ou pas sur ce type d'effet. Donc en conclusion, si jamais on doit résumer tout ça, très clairement, avec tout le recul qu'on a maintenant, et si on parle du recul français, c'est quand même 200 000, même plus de 200 000 effets indésirables déclarés en un an avec les vaccins, tous vaccins confondus, mais enfin il y en a plus de 150 000 qui sont déclarés qu'avec les vaccins Pfizer et Moderna. Et en fait, on n'a pas identifié la population avec immunomodulation comme une population particulièrement représentée dans la survenue des effets indésirables. Alors, il y a les histoires de poussée qui nous interpellent toujours. Donc, effectivement, on a des aggravations de pathologie ou des récidives de pathologie inflammatoire. Mais pour l'instant, je vous dis, c'est encore à l'étude dans le sens où, à part les études que je vous ai montrées, on n'a pas finalement, il y a ces études-là qui nous permettent de dire qu'a priori, ce surrisque-là, ce n'est peut-être pas un surrisque. Et puis, il y a les cas isolés sans EE d'activation ou de réactivation d'auto-immunité. Et là encore, là, on n'a pas du tout d'études et on a besoin de plus de recul pour savoir si jamais c'est une vraie question dans cette population sous immunomodulateur. Je vous remercie. Merci beaucoup Sophie et Karine. Donc on a le temps peut-être pour une ou deux questions. Moi, j'ai peut-être une question pour Karine. Comment est-ce que tu vois un petit peu l'avenir des monoclonaux en prophylaxie? Parce que on va dire que ça nous a quand même bien occupés tous. Est-ce qu'on a un peu de recul maintenant sur cette efficacité réelle vis-à-vis des formes graves? Les données dans la littérature étaient pas forcément extrêmement convaincantes. Et maintenant qu'on a traité plusieurs centaines de patients, est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Est-ce qu'on a raison? Alors non, on n'a toujours pas. Alors, pour les anticorps monoclonaux, il y a juste le sotrovimab qui est indiqué en traitement curatif précoce sur les formes ambulatoires, qui a une étude publiée.
Pour tous les autres, pour le moment, c'est des données préliminaires. Il n'y a toujours pas de données publiées, hein. Néanmoins, il y a des cohortes qui ont été créées, donc il y en a une en France aussi, et on espère bien à un moment donné avoir des données d'efficacité, hein. Je ne pense pas que ces cohortes soient créées pour avoir des données d'émergence de nouveaux variants, par exemple, parce que c'est aussi une des craintes, puisque ça a été décrit dans les premières études avec l'utilisation des anticorps monoclonaux, surtout quand ils étaient en monothérapie, pour certains d'entre eux, favoriser l'émergence de nouveaux variants. Donc, c'était la grosse crainte. Et ça, je ne crois pas qu'on ait sur les cohortes les données suffisantes pour observer ça. Mais on va avoir des données, mais pour le moment, on n'en a toujours pas. Alors, on a quand même généralisé l'utilisation de ces anticorps avec des données qui restent fragiles, tout simplement parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à proposer, hein. Et ça méritera peut-être une discussion après la fin de la crise, en fait, hein, tout ça, peut-être plus philosophique, mais je crois que ça vaudra le coup de le faire. Moi, j'ai simplement une petite alerte, hein, c'est qu'en prophylaxie pré-exposition, on a des patients du coup qui répondent mal à la vaccination si on regarde que le taux d'anticorps. L'immunité cellulaire, c'est quand même pas complètement nul, et ça, on ne l'explore jamais. Alors, il y en a certains, ceux qui sont très lymphopéniques B, ceux-là, on sait qu'ils ne répondront pas et l'immunité cellulaire, ça ne va pas fonctionner non plus. Et c'est cela qu'on dirige vers une prophylaxie pré-exposition. Mais actuellement, ce qu'on utilise, qui est une association de 2 anticorps, là, les Vusheld, hein, donc c'est le Tixvegimab et le Silgavimab. Il y en a un des 2 anticorps qui ne marche plus sur l'Omicron. Donc, on fait maintenant de la monothérapie en réalité, hein, avec toutes les réserves qu'on avait au tout début. On avait dit on ne fera pas de monothérapie. Écoutez, je vais me permettre de conclure, je pense en remerciant à la fois les panélistes pour la qualité de leur présentation. Je pense que ça a été extrêmement intéressant. Et puis l'ensemble des spectateurs, hein, je pense qu'on a été quasiment à un moment donné une centaine. Donc c'est un beau succès. Je pense que ça montre quand même bien, je pense, la force quand même de l'organisation, notamment en registre, que ce soit des registres des sociétés savantes ou des filières, hein, qui donnent quand même des données extrêmement intéressantes. Et puis aussi peut-être qu'il nous faut finalement 2 ans pour digérer une pandémie, quoi, parce que là, on a l'impression qu'on est un peu plus serein, qu'on a un peu plus de données. Et quand on voit il y a 2 ans, on ne savait absolument rien, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Là, je trouve qu'on a maintenant quand même plus de recul, plus de réassurance aussi finalement sur les patients ayant une maladie inflammatoire en termes de traitement, d'efficacité vaccinale. Peut-être un mot aussi sur l'intérêt du FHU pour les travaux transversaux, notamment avec Confimid, et le fait qu'on ait plusieurs pathologies inflammatoires en même temps. Je pense que c'est une richesse et je pense que l'étude Confimid est assez exemplaire pour ça et on espère qu'elle sera publiée. Et puis enfin, pour reprendre ce qu'a dit Anne, je pense qu'il y a vraiment la place, bien sûr, pour continuer à travailler sur le coronavirus et notamment ce qui nous concerne sur l'aspect inflammatoire, parce qu'on n'est quand même pas sûr d'être totalement tiré d'affaire quand même, un petit peu inquiété avec son SARS-CoV-3 là. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler dessus et je pense que ça va renforcer les liens entre infection et inflammation. Et puis, un petit mot remerciement aussi pour Sophie et le Centre de pharmacovigilance parce qu'ils ont fait un travail remarquable sur l'effet secondaire des vaccins et je pense qu'ils ont rassuré beaucoup de gens. Donc, c'est aussi un mot de remerciement pour ça.